Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau webinaire de la SFEN. Je suis Ludovic Dupin, directeur de l'information de la SFEN. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet passionnant et pas si souvent abordé que ça, c'est la démarche grand chantier. Donc, autrement dit, comment le territoire de Penly va s'organiser pour accueillir les EPR2. Alors, c'est pas un maigre sujet, hein, accueillir des milliers de salariés pendant plusieurs années avec toute la logistique, les services publics, les installations de vie, c'est un vrai chantier dans le chantier en quelque sorte. Et pour parler de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir Caroline Dionisi, qui est directrice permitting des projets chez EDF. Caroline va nous faire une présentation pendant 20 à 25 minutes et ensuite on pourra répondre à toutes vos questions. Alors pour poser vos questions, vous devrez utiliser en haut de votre interface Teams le petit onglet Q&R. En cliquant dessus, vous aurez une interface pour poser votre question, mais surtout vous pourrez voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes grâce à la petite flèche qui est tout à gauche de votre cadre. Voilà. Je vais pas en parler plus longtemps, je vais laisser la parole à Caroline Dionisi pour, nous présenter la démarche Grand Chantier à Penly. Merci Ludovic, bonjour à tous, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors effectivement, moi je suis directrice du permitting donc pour les projets Nouveau Nucléaire France. Alors qu'est-ce que ça veut dire le permitting? C'est l'obtention des permis et c'est la réalisation de tout ce qui permet les chantiers in fine. Donc tu disais un chantier dans le chantier, c'est même un chantier en dehors du chantier. Et donc effectivement, tout ce qui se passe en dehors des clôtures va intéresser le permitting. Ça passe par le dialogue avec le public, avec les pouvoirs publics, avec les élus, et tout ce qui permet de créer dans la durée les conditions de réussite du chantier et son acceptation, en passant par la RSE. Donc voilà, ça c'est tous les sujets du permitting et on va voir ensemble qu'en réalité, il y a une grande part de tout ça qui se retrouve dans ce qu'on appelle le grand chantier. Alors le grand chantier, d'abord, c'est quoi? Il faut se donner un tout petit temps de définition. Au-delà de ce que tu as dit, Ludovic, le grand chantier, c'est une procédure qui est décidée par l'État, hein, donc c'est un peu encadré, c'est une vieille circulaire des années 70, mais quand même, ça nous donne la trace, et c'est une trace qui est ô combien importante, puisque ça a été créé pour la création du parc nucléaire à l'époque, hein, dans les années 70, et donc on s'inscrit dans cette durée-là, et c'est vraiment une procédure qui vise à accompagner les chantiers qui sont d'une envergure exceptionnelle, qui vont avoir une empreinte exceptionnels sur leur territoire, de par leur durée, de par le nombre de salariés qui vont être accueillis et qui du coup vont mobiliser des moyens qui sortent de l'ordinaire et donc l'État finalement a encadré ce processus, alors en commençant par mettre des moyens humains, hein, puisque on a un coordonnateur côté État à nos côtés dans chacun des territoires concernés. Et puis pour vous donner une idée de d'autres projets aujourd'hui qui sont dans ce genre de démarche, on va retrouver le canal Seine-Nord, le projet Lyon-Turin et Cigéo, même si ça prend une forme un peu différente. Donc ça vous donne ces grands projets d'infrastructure que l'État finalement vient accompagner et vient permettre de mettre ensemble les moyens, la gouvernance pour prendre les bonnes décisions et pour accompagner effectivement un développement qui trouve pas d'équivalent ailleurs, de par l'ampleur que ça va représenter. Alors, on y viendra un peu après sur l'ampleur, même si Ludovic vous a donné quelques bribes. Alors, juste, je voudrais revenir, je voudrais faire un tout petit peu d'histoire avant d'arriver au grand chantier, parce qu'en fait, le grand chantier de Penly, ça fait 2 ans qu'il a démarré, là, un peu plus de 2 ans. Et en fait, avant d'arriver là, avant même d'arriver au lancement du grand chantier, il s'est déjà passé beaucoup de choses et c'est peut-être important de l'avoir en tête. Alors d'abord, il s'est passé qu'on est sur des territoires qui accueillent aujourd'hui des centrales nucléaires, donc qui disposent déjà d'un tissu industriel, d'un tissu économique, d'un tissu d'élus et d'une population qui connaît nos objets. Et on est sur des territoires qui, pour ceux qui nous occupent là, en tout cas Penly, Gravelines, Bugey, ont finalement fait émerger les candidatures pour l'accueil de projets EPR il y a bien longtemps. Alors Penly, pour ceux qui connaissent bien l'histoire, savent que Penly était candidat face à Flamanville pour accueillir le premier EPR. Penly devait accueillir aussi un EPR à la suite de Flamanville et le projet a été arrêté en 2012. Donc c'est des territoires qui, en fait, se préparent depuis longtemps, réfléchissent depuis longtemps à la façon dont ils pourraient accueillir un projet de cette envergure. Et ça, c'est très important dans les candidatures qui sont portées. Alors, a fortiori dans la période qui nous occupe en ce moment, parce que il y a en ce moment des territoires qui eux-mêmes se projettent dans la possibilité peut-être d'accueillir les tranches d'une potentielle phase 2 qui suivrait la mise en place des 3 premières paires actuelles.
Et donc, ces territoires, il faut vraiment avoir en tête ils ont su à la fois transcender, je pense, les personnes, parce qu'on parle de candidatures qui ont 20 ans pour certaines, transcender les partis politiques, et puis se mettre ensemble à tous les échelons du territoire, de l'élu très local jusqu'au président de région, pour travailler finalement sur une candidature, sur la création de conditions favorables, que ce soit en matière de foncier, que ce soit en matière d'urbanisme, que ce soit en matière de moyens de formation, en matière d'organisation du territoire et de réflexion d'un projet de territoire autour de l'accueil d'un projet comme celui-là. Et en fait, aujourd'hui, le grand chantier, il est l'héritage de toute cette réflexion qu'avait menée le territoire pendant des années, et notamment dans les années qui ont précédé l'ouverture du grand chantier, donc la fin finalement de la candidature avant de devenir officiellement un site choisi, où là, on était carrément dans des phases de plan d'action territorial. Et donc là, on était dans une préfiguration complète de l'organisation actuelle du grand chantier, où des groupes de travail dans le territoire adressaient déjà les sujets du logement, les sujets de l'emploi, les sujets des infrastructures, etc. Et donc ça, c'est vraiment important. Ça a été important pour nous aussi parce que ça nous a permis d'arriver dans les débats publics, hein, qui sont une des phases importantes. Il y a la phase de candidature. EDF a dit qu'il retenait le site de Penly comme premier site, puis a saisi la commission du débat public pour mener un débat public. Et donc, en fait, quand on arrive à ce moment-là de l'histoire, on est arrivé en débat public avec des parties prenantes déjà très matures, qui savent déjà exprimer des choses très constructives en fait dans leur cahier d'acteurs, dans leur prise de parole, dans les débats publics. Donc ça fait des débats qui sont riches et ça permet finalement d'être déjà dans l'action sur un certain nombre d'items. Et ça nous a permis, quand on a lancé effectivement le grand chantier en juin 23 pour Panly, d'être déjà très orienté vers le résultat, vers les vrais besoins. Chaque territoire est différent, hein, donc ça, même si on vise de construire à nouveau un palier en répliquant toutes les installations, ce qui avait fait le succès du parc nucléaire. Pour le coup, là, on Mm. est territoire dépendant. Et le territoire de Panly n'est pas celui de Gravelines et n'est pas non plus celui de Bugey. On n'est pas sur les mêmes dynamiques. Et donc là, pour le coup, on a des réponses qui sont très site spécifiques. Voilà, donc vraiment garder en tête que ce qu'on voit là, finalement, c'est le fruit d'un travail de longue haleine et c'est surtout, et ça c'est très important, c'est surtout le fruit d'un travail du territoire. C'est pas EDF qui peut décider où est-ce qu'on met des logements, c'est pas EDF qui fait l'aménagement du territoire, ça c'est, ce serait une erreur fatale, je pense d'ailleurs, pour l'acceptation dans la durée, hein, et donc il faut absolument que les élus s'emparent du sujet. Donc ça, c'est un travail important. Et on a, pour le coup, il y a même des marches à Gravelines et à Bugey à l'identique, avec quelques mois ou années d'écart. Alors, j'ai quelques supports à vous montrer en espérant que tout fonctionne. Est-ce que vous voyez bien là les supports? C'est OK? Très bien, ouais. Parfait. Du coup, si tu peux aller, Thomas, vers le support, vers le slide suivant. Voilà. Ça, c'est juste pour illustrer. Alors, c'est une des choses qu'on peut faire pendant cette phase de plan d'action territoriale, c'est qu'on fait des études. Autant on ne finance pas grand-chose, on n'est pas encore dans l'action vraie de préparation du territoire. Par contre, on fait des études, on calibre, on diagnostique. Et là, typiquement, c'est une étude qui nous permet de savoir combien on aura de salariés sur le chantier, à quel moment, quelle typologie de salariés, de quelle typologie de salariés on aura besoin, notamment pour prévoir les bonnes formations. Et donc là, vous avez la courbe de budget, elles ont à peu près toutes la même forme. On en a évidemment pour Panly et pour Gravelines. Ce qui peut varier un peu, c'est le pic, qui est quand même très dimensionnant, hein, pour la préparation d'un territoire, parce qu'en fait, à ce pic, on est sur la phase où il faut gérer en même temps le plus de moyens de transport, le plus d'infrastructures de logement, l'adaptation des services. Bon, à Panly, aujourd'hui, le pic, il est plutôt autour de 10 000 et il est un petit peu plus étalé. C'est pas tellement l'objet de ce qu'on doit se dire là. Peut-être une info intéressante sur cette courbe aussi, vous voyez la typologie des entreprises en fait qui sont amenées à travailler. On a des tissus industriels qui sont développés, je l'ai dit, hein, autour des centrales nucléaires. En réalité, ce tissu industriel de la filière qui travaille classiquement en maintenance et sur les opérations du grand carénage, c'est plutôt ce que vous voyez en bleu. Et donc, vous voyez, ça n'arrive pas tout de suite du tout. Les premiers métiers qui sont appelés très fortement, c'est les métiers du génie civil, du terrassement. Alors ça, pour nous, c'est un défi parce qu'en fait, du coup, c'est pas tellement des entreprises qui sont les mieux outillées en réalité dans le tissu industriel local pour nous. Donc, on a une nécessité d'accroître la capacité en formation sur les phases de début
pour s'assurer que on aura bien les personnes formées au bon moment pour travailler sur le chantier. Parce qu'on a un enjeu majeur et que vous voyez se dégager là, hein, mais vous imaginez, pour ceux qui connaissent, qui ont la chance de connaître le territoire de Panly, on est quand même sur un territoire assez rural, au milieu de deux villes de moyenne envergure, hein, Dieppe et le Tréport. Et donc, en fait, on est sur une capacité d'accueil de salariés qui viendraient de l'extérieur qui est quand même assez faible au départ, hein, en termes de logement. Et donc, nous, on a un premier défi, et ça, il est commun aux trois grands chantiers, quoi qu'il arrive, c'est de recruter un maximum des salariés localement. Alors, à l'ordre 1, c'est une évidence pour l'acceptation de nos projets, hein, parce que on comprend bien que, évidemment, d'abord réduire le taux de chômage d'un territoire, c'est que du plus pour tout le monde. On embauche les jeunes qui restent dans le territoire. On a des gens qui ont déjà des logements. Donc, sur tous les plans, c'est gagnant. Et en fait, contre toute idée reçue, c'est aussi gagnant pour les entreprises qui le disent, hein. Il n'y a pas plus économique que d'avoir recours à une main-d'œuvre locale. Donc, on va d'abord chercher à former les gens localement. Et c'est déjà ce qu'on est en train de faire très activement. Je vous montrerai tout à l'heure des résultats sur Panly, mais c'est déjà ce qui est vraiment à l'œuvre. Et, et bon, pour ça, on va chercher des gens qui sont même très éloignés de l'emploi. On a des résultats qui sont très, très satisfaisants, y compris sur le taux de bénéficiaires du RSA qu'on a déjà réussi à former et à mettre au travail sur le site. Donc, on est dans ces phases-là de préparation. On est encore que sur la montée en puissance. Alors, du coup, c'est pas la courbe de Panly, mais je peux vous le dire de tête. Là, actuellement, on est presque à 1500 personnes sur le site de Panly. D'ici la fin de l'année, on devrait être à 1500 personnes sur le chantier. Donc, c'est déjà impressionnant. Et pourtant, je vous ai dit 10 000 au pic. Donc, on est sur une courbe de croissance. Le pic, il sera autour de 2029-2030. Ça va très vite parce qu'en fait, d'ici 4-5 ans, il faut qu'on ait les infrastructures, notamment pour loger tout ce monde-là et pour circuler. On verra tout à l'heure, j'ai quelques petits slides qui illustrent un peu cette problématique, mais on a vraiment des enjeux qui sont en réalité très rapides, très proches de nous. Gardez en tête qu'on a fait beaucoup de choses pour accélérer. Alors nous, on est en permanence en tant qu'industriel en train de chercher à accélérer le chantier, c'est évident, pour des raisons économiques, pour des raisons même de mise sur le réseau de notre électricité. Mais en fait, on a réussi à accélérer beaucoup les procédures pour faire démarrer nos projets. Et on n'avait pas en tête que faire évoluer les territoires à la vitesse à laquelle on a besoin qu'ils évoluent est au moins autant un défi que de faire accélérer les procédures pour construire une centrale nucléaire ou même de réaliser les travaux. Parce qu'en fait, on est sur des dynamiques d'évolution de territoire qui sont complètement hors normes et il y a rien qui est prévu pour ça. On ne fait pas faire sortir un programme de logement, il y a un temps minimum qui passe par un permis de construire, qui passe par tout un temps de réflexion. Et en fait, ça ne se raccourcit quand même très difficilement. Alors, je dis très difficilement parce que on progresse quand même, on travaille beaucoup avec l'État. Le coordonnateur de l'État en région à Panly a une formule que j'aime bien, il dit que c'est un laboratoire d'initiative publique, ce grand chantier. Et c'est vrai, l'État est très à l'écoute de ces difficultés-là pour trouver des leviers, des solutions innovantes, y compris législatives et réglementaires, pour faire avancer en fait cette évolution des territoires qui doit suivre une dynamique qui n'a rien de naturel ou de normal. Peut-être on peut aller sur le slide suivant. Alors là, c'est juste quelques retours. Je voulais quand même vous mettre, pour vous montrer que dans la durée, ça marche aussi normalement, les grands chantiers, on était en procédure grand chantier à Flamanville. Le grand chantier de Flamanville est retenu par ceux qui s'en sont approchés de près ou de loin comme ayant été un succès. Du coup, je vous ai mis quelques stats. Alors, je ne sais pas, Thomas, si tu as passé le slide, mais... Ah, ça y est. Juste pour vous faire un petit bilan, puis après on ira à Panly parce que c'est quand même plus sympa de parler de ce qui se passe en ce moment, mais quand même, pour être comptable du passé et montrer qu'on peut en être fier, à Flamanville, 58 projets dans le territoire ont été financés au travers du grand chantier. Alors, je l'ai dit, mais je ne l'ai peut-être pas assez dit. C'est vraiment une mise en commun de moyens, le grand chantier. Donc, EDF met en commun met de l'argent, mais surtout des ressources à disposition. Il y a 4 personnes à Panly en ce moment qui travaillent au quotidien uniquement à aider ces projets à émerger. Et puis l'État, mais d'abord, je vous l'ai dit, un coordonnateur, donc des moyens humains, de l'argent également en finançant des projets, en cofinançant des projets avec EDF, et puis les collectivités locales. Et donc à Flamanville, alors là, je pense qu'il y a une coquille, parce qu'il me semble de mémoire que c'était plutôt 40 millions. Les ordres de grandeur, de toute façon, c'est un tiers, un tiers, un tiers, entre l'État, les collectivités locales et EDF, avec des parts très variables.
Et c'est logique, c'est-à-dire que quand EDF est le premier bénéficiaire de l'infrastructure, je ne sais pas moi, un rond-point en grande proximité du site, ça va surtout servir le chantier. Donc là, EDF va mettre plus d'argent. En revanche, à Panly, on finance là une infrastructure de la création d'un hôpital sur la ville de Eu. Bon, ben, il est évident que c'est pas EDF qui a la charge de construire les hôpitaux, fort heureusement. Pour autant, le grand chantier vient faire levier, la part apportée par EDF vient faire le petit levier qui permet de boucler un financement. Donc, on va avoir ce delta, cette variation sur les parts de financement. Et vous avez là la typologie des projets qui avaient été financés pour Flamanville et puis les ordres de grandeur. Donc là, pour le grand chantier de Panly, on est sur une enveloppe de 50 millions d'euros pour chacun des 3 grands chantiers d'ailleurs, pour Gravelines et pour Bugey, pour la part EDF. Et les autres financeurs, du coup, apporteront leur part à leur tour. On peut peut-être aller sur le slide suivant, mais je vais aller encore plus vite, juste pour illustrer un sujet que je n'ai pas du tout évoqué dans la vocation du grand chantier, c'est le sujet de l'après-chantier. Parce que c'est aussi très important dans l'héritage qu'on va laisser. Il ne faut pas oublier que, et c'est pour ça que je vous parle de Flamanville un tout petit peu, c'est que ce grand chantier, c'est un totem très important dans l'acceptation du projet, mais ça n'est qu'une brique dans l'acceptation dans la durée. Après, nos collègues qui sont aujourd'hui exploitants de Flamanville seront comptables dans la durée de la bonne relation avec leur territoire. Et donc, c'est très important de laisser une empreinte positive durable. Et le grand chantier, c'est aussi la gestion de ce qu'on appelle l'après-chantier. Donc, surtout pas de après moi le déluge, surtout pas de tous ces gens qu'on a formés, qu'on a amenés à venir vivre ici et qu'on a fait travailler sur le chantier, qu'on laisse à la porte du jour au lendemain. Donc, il y a un accompagnement des salariés sur l'après-chantier, s'assurer qu'ils sont soit réinsérés dans l'emploi, dans un autre emploi via une formation, soit tout simplement pérennisés dans des entreprises qui elles-mêmes ont réussi à trouver des débouchés locaux dans la filière. Alors, typiquement à Flamanville, localement sur Cherbourg avec d'autres entreprises de la filière. Donc, voilà, il y a tout cet accompagnement qui fait que le grand chantier aura bien une importance dans la durée et retrouvera finalement une dernière dynamique importante sur la toute fin du chantier pour s'assurer qu'on laisse personne sur le carreau. Alors Thomas, c'est très long pour moi de voir arriver les slides suivants. Voilà, donc là, j'ai déjà presque fini de le commenter. Je peux peut-être préparer le passage du suivant et je vais faire la liaison. Donc là, vous avez quelques stats, ça vous donne juste encore une fois des ordres de grandeur, peu importe, c'est plutôt pour vous dire qu'on adresse vraiment des sujets qui sont essentiels autour de ces sujets d'emploi et de formation. Ça a été particulièrement satisfaisant à Flamanville sur le recours à l'emploi local. Sans doute le tissu le permettait, le taux de chômage de l'époque, un tissu qui était quand même assez prompt à devenir un tissu industriel à la faveur de la présence du CNPE, mais aussi de la dynamique du nucléaire à Cherbourg et à La Hague. En tout cas, effectivement, on a eu un sourcing local qui était au-delà des 50% des travailleurs de Flamanville, ce qui est quand même très, très satisfaisant. Et aujourd'hui, à Panly, on espère un peu moins, alors notamment parce qu'on construit 2 tranches, donc de toute façon, les métriques ne sont pas les mêmes. À Flamanville, au maximum du chantier, il y avait un peu plus de 4000 personnes. Là, je vous ai dit que Panly, ce serait 10 000, donc forcément, il y a le même vivier d'emplois locaux a priori au départ, donc forcément, il y a un moment où on aura recours à des gens qui viendront de l'extérieur. Et donc, c'est pour ça qu'il est important qu'on se dote de moyens d'accueil et de moyens de logement. Alors, on a plusieurs facettes et pour vous dire pourquoi c'était important pour moi de vous rappeler au début qu'on arrivait de loin finalement dans la réflexion. euh, on a passé un petit moment dans les groupes de travail avec le territoire à réfléchir à l'œuf ou la poule entre le logement et les infrastructures de mobilité, les parkings. Parce qu'en fait, si vous réfléchissez pas à les 2 sujets en même temps, vous allez vous trouver forcément en difficulté. Et donc, il a fallu qu'on réconcilie la localisation où on met les logements et les parkings pour s'assurer qu'en fait, on ait quelque chose qui soit très efficace, à la fois pour optimiser les temps d'arrivée des gens sur le chantier, et à la fois, nous, pour optimiser les systèmes de navettes. Alors voilà, c'est ce que vous avez sous les yeux. Aujourd'hui, c'est ce qu'on projette là. On projette alors, même chose, on va l'ajuster dans le temps. On met en place des baromètres là, très précis pour être capable de monitorer en fait où sont logés les gens, comment sont logés les gens, et puis adapter l'offre de logement en fonction.
mais on est quand même sur 1000 places de camping aujourd'hui projetées, 4000 places dans des logements dits modulables ou transformables. Alors ça, dans des solutions comme ça, vous allez trouver des solutions type village olympique. Donc typiquement, hein, on fait des logements plutôt petits destinés à des travailleurs seuls qui sont décloisonnables et qui peuvent après être transformés, alors soit même en résidence, en habitat social, soit en logements familiaux. On déploie toute la palette de toute façon et on n'est pas avare de bonnes idées et toute la profession nous alimente de bonnes idées parce qu'en fait, il va falloir un panel de solutions et probablement de toutes les solutions possibles pour pouvoir réussir à relever le défi d'accueillir autant de monde sur des périodes courtes qui correspondent à aucun rationnel économique, hein. Évidemment, il y a pas au départ, il n'y a pas de rationnel économique sur accueillir 1000 personnes pendant 2 ans. Donc, il faut trouver des solutions qui répondent à ça. Donc, on travaille à ça, des leviers législatifs et réglementaires jusqu'à des leviers beaucoup plus opérationnels et si EDF aide à trouver le foncier, est-ce que ça permet de boucler un financement? Enfin, voilà, on travaille sur toutes ces solutions-là et avec toutes les typologies de logements, mais qui correspondent aussi à la diversité des typologies de logements qui sont attendues par des salariés de chantier, hein, de la place de camping, effectivement, jusqu'au petit studio. Et donc, je vous disais qu'il y avait l'œuf ou la poule. Effectivement, on s'est beaucoup posé de questions sur la localisation des parkings relais. Alors là, c'est peut-être un peu petit, mais ce que vous voyez, c'est qu'on a projeté aujourd'hui 4 parkings relais disséminés dans le territoire à des endroits un peu clés. Donc ça, c'est vraiment vu avec les élus locaux. C'est en lien avec les projets de logement qui émergent, c'est en lien avec les infrastructures routières. Et de ces parkings, en fait, les gens, l'objectif, c'est qu'ils n'arrivent pas en voiture jusqu'au chantier pour éviter de saturer la proximité du chantier, qui accessoirement est aussi l'accès qui permet d'aller sur la centrale nucléaire. Donc, on va éviter d'empêcher nos collègues d'exploiter. Et donc, on va mettre en place des systèmes de navettes depuis ces gros parkings relais, hein, parce que ça fait quand même des beaux morceaux de parking. Des navettes qui vont être extrêmement fréquentes aux heures de pointe et des parkings sur lesquels les compagnons pourront badger, s'habiller, s'équiper et quand ils monteront dans le bus, ils seront directement amenés sur le poste de travail. En plus, le projet de Panly est tout particulièrement contraint par une topographie puisqu'on est en bas de la falaise, hein. Et donc, pour celui qui va travailler en bas de la falaise, éviter finalement une rupture de charge avec un rebadgeage et une entrée qui ferait perdre beaucoup de temps. Et on sait que ce sujet du temps métal et du temps passé sur le poste de travail est une des clés, des difficultés qu'on a eues à Flamanville, et donc un des points sur lesquels on est particulièrement vigilant pour essayer de faire mieux. Voilà, que vous dire d'autre? Sur le slide suivant, j'ai dû faire un petit clin d'œil sur les sujets de foncier. Alors ça a été très prégnant et c'est très prégnant dans tous les sujets d'aménagement de territoire. Quand je vous disais on est face à des dynamiques qui sont compliquées, on est face à tous les problèmes que peuvent rencontrer aujourd'hui tous les maires de communes rurales avec qui vous parlerez. Ils sont contraints par des sujets de zéro artificialisation nette. Il y a des contraintes, alors à Panly sur la loi littorale, il y a tout un tas de contraintes d'urbanisme, a fortiori dans un périmètre de 2 km autour d'une centrale nucléaire, il y a aussi des contraintes de construction. Donc, il a fallu relever tous ces défis et tout ça sur fond, évidemment, d'expressions très fortes du monde agricole qui ne souhaitait pas être le perdant de l'affaire et qui ne souhaitait pas être celui qui, finalement, apporte l'ensemble du foncier nécessaire pour le chantier, mais aussi pour ce grand chantier. Ça, c'est un vrai défi, mais en fait, le monde agricole a déjà été impacté par les besoins du chantier en lui-même, hein, qui est quand même un chantier de grande envergure qui prend de la place. Et donc, on a minimisé au maximum l'empreinte sur le monde agricole, mais elle n'a pas été nulle. Et le grand chantier arrive un peu comme une double peine vue du monde agricole. Donc, il a fallu beaucoup travailler là-dessus. Au départ, on avait estimé à 150 hectares environ les besoins pour le grand chantier. Et vous avez là l'état à date, on est plutôt à 88 et on pense qu'on atterrira en dessous des 150, donc ça on est très content. Et surtout, on a réussi énormément à minimiser l'empreinte sur les terres agricoles et on a mis en place un dispositif innovant avec la Chambre en prévoyant finalement une réversibilité. Donc on va travailler sur le fait de maintenir les terres agricoles en état à côté de l'endroit où il y aura nos logements temporaires, par exemple, pour pouvoir les remettre en place ensuite et permettre le retour au monde agricole.
Donc, il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de challenges par cette partie prenante exigeante, comme j'aime bien le dire, mais néanmoins, avec plutôt des succès là et surtout un dialogue qui est très apaisé et qui est très coopératif avec le monde agricole, grâce à tous ces efforts finalement qu'on a fait et qu'on avait fait déjà en cherchant aussi à minimiser l'empreinte et du chantier et de la compensation environnementale qui est parfois aussi vue par le monde agricole comme une nouvelle empreinte négative pour eux. Et là, on avait réussi à ne pas faire de compensation sur du monde agricole et heureusement qu'on avait préservé au maximum cette relation. Voilà, peut-être vous dire en conclusion que, en fait, ce grand chantier, ce qui est assez formidable, c'est que c'est vraiment... ah oui, je ne vous ai pas parlé de l'emploi-formation, pardon. Merci pour le passage du slide. Euh, Simplement, alors sur emploi formation, j'en ai dit quelques mots tout à l'heure sur la vocation. Là, vous avez les stats de Panly, les premières stats qui sont vraiment intéressantes et qui montrent que ça marche. C'est-à-dire que c'est un travail du quotidien, de sourcing. On a des collègues qui sont jour après jour dans tous les salons jusqu'à Rouen pour aller recruter des jeunes, faire de l'attractivité pour nos métiers et proposer des formations. Alors, on a ouvert plein de petites plateformes de formation parce qu'aujourd'hui, les premiers métiers qui sont appelés, c'est des formations très courtes. Mais on a aussi des premiers souhaits là, du territoire de Dieppe et du Tréport d'accueillir des formations un peu plus longues, voire pourquoi pas même une école d'ingénieurs. Donc c'est tout ça que ça vient stimuler. Hein. Donc c'est assez, c'est incroyable hein, comme dynamique qui est créée pour le territoire. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans cette réflexion de long terme, c'est que ça n'est que la réflexion de long terme qui peut permettre d'aboutir à de tels progrès et à laisser une telle empreinte positive. En sachant qu'en plus, bon, c'est absolument sans regret pour un territoire comme la Normandie qui est si riche de filières nucléaires, de former des gens qui sont capables de travailler dans nos filières. Tout le monde sait bien que c'est sans regret. Voilà, donc se dire que ce grand chantier, c'est vraiment avant tout une formidable coopération entre beaucoup d'acteurs. Alors là, sur les sujets de l'emploi-formation, on a des gens de France Travail qui travaillent au quotidien avec nous, mais globalement avec tous les services de l'État, avec les CCI, les collectivités. Donc c'est beaucoup de concertation en réalité, hein. C'est une concertation avec des corps constitués, comme on peut les appeler. On a un gros travail avec les organisations syndicales qui sont aussi partie prenante, alors à la fois dans le grand chantier et à la fois dans tout le travail sur l'ambition sociale de ce chantier. C'est une partie prenante qui a aussi beaucoup exprimé de choses dans le débat public, c'est bien normal, bien au-delà des organisations syndicales d'EDF. Hein, on travaille bien avec les unions départementales pour intégrer tous les enjeux territoriaux et tous les enjeux des entreprises qui vont travailler sur le chantier, pas seulement EDF, évidemment. Et puis au-delà de cette concertation avec ces corps constitués dans le cadre du grand chantier, c'est une résonance avec une concertation plus traditionnelle, on va dire, qui est sous l'égide de la concertation de la CNDP, la Commission nationale du débat public. Et donc là, on a une concertation classique qui se déroule en parallèle, mais qui se fait l'écho du travail du grand chantier, dans lequel viennent très régulièrement présenter en réalité les élus, puisqu'en fait, c'est les élus, les comptables hein, de ce grand chantier, et donc c'est eux qui viennent endosser vers leurs concitoyens les choix qu'ils font dans le cadre du grand chantier. Donc c'est vraiment une formidable dynamique qui fait jouer beaucoup d'équilibre, qui est pour moi alors une clé absolument indispensable de la réussite du chantier, ça, il n'y a aucun doute, parce que ça conditionne évidemment la logistique. Si les gens n'arrivent plus à venir travailler ou qu'ils mettent 1h30 le matin, on va avoir des impacts énormes sur la performance du chantier. C'est une condition essentielle de réussite parce qu'en fait, si on perd l'acceptation, si on rate l'intégration dans le territoire, et on peut rater vraiment, parce que 10 000 personnes qui arrivent dans un territoire qui n'est pas prêt, et des gens qui sont pas d'accord pour accueillir autant de personnes d'un coup, ça peut vraiment mal se passer et ça peut vite crisper. Donc, c'est très important que tout ça soit très bien préparé et très bien accepté et surtout bien intégré dans les territoires pour éviter des effets de ghetto qui seraient absolument terribles. Donc tout ça, en se préparant bien, on espère que ça va bien se passer, mais il n'y a pas de raison il y a pas de raison qu'il y ait de difficultés particulières, d'autant que on bénéficie pour le coup du retour d'expérience de Flamanville et d'Hinkley Point, même si alors en Angleterre, les budgets alloués aux grands chantiers sont beaucoup plus élevés, donc la dynamique anglaise est un peu différente, mais néanmoins, c'est quand même assez comparable et ça vient nous nourrir également. Et là, je vous ai juste mis un petit lien parce qu'en fait, tout ce que j'ai raconté là est très très bien écrit dans un document
qui est porté par la préfecture, par le coordonnateur local du projet de Panly. Il a fait un bilan à 2 ans qui est vraiment très bien fait en 7-8 pages là, donc vous avez le lien ici et dans lequel vous retrouverez des visuels d'ailleurs que je vous avais mis juste avant. Voilà, je m'arrête là. Il y a plein de choses que j'ai pas dites, mais ça laissera la place aux questions, au contraire. Merci beaucoup Caroline pour cette présentation très riche. Effectivement, il y a beaucoup de choses, mais il y a aussi pas mal de questions déjà, donc il y aura plein de choses à raconter. Je vous rappelle que pour poser les questions, il faut utiliser l'outil Q&R qui est affiché en haut, et vous pouvez voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes grâce aux petites flèches, pas aux petits pouces. Il y a eu plein de petits pouces dans les questions, c'est bien la petite flèche qu'il faut cocher. Écoute Caroline, la première question, on va enchaîner avec la fin de ta présentation, puisqu'on demande précisément qu'a-t-on appris du grand chantier de Flamanville, quel REX s'est mis en œuvre, et outre Flamanville, tu évoquais aussi HPC, je crois. Oui, alors, de Flamanville, il y a une chose importante, tous ceux qui ont connu ce chantier, je pense, ont gardé ce souvenir-là. Il y a eu des très grosses difficultés autour du stationnement des gens. Ce qui avait été sans doute mal anticipé et mal calibré, c'est vraiment les capacités de stationnement en champ proche autour du chantier. Et donc, ça a donné lieu, il y avait des gens qui marchaient, qui étaient garés le long des routes, tout autour du chantier, et qui marchaient parfois pendant une demi-heure, 3/4 d'heure le matin pour arriver jusqu'à l'entrée du site. Ça, c'est Hmm. le premier enseignement très fort qu'on cherche à pas renouveler pour le coup. Et on prévoit d'ores et déjà des parkings déportés de la bonne dimension et des services de navette beaucoup plus puissants. Donc ça, c'est parmi ce qui n'avait pas été très bien anticipé à Flamanville qu'on cherche à pas renouveler. Et dans ce qui a très bien marché, les très beaux résultats, ils sont sur cet après-chantier là. Et globalement, le bilan emploi-formation de Flamanville est quand même remarquable. La capacité qu'on a eue à créer de l'emploi local, à pérenniser les gens dans l'emploi, les statistiques de Flamanville sont très belles, hein, il faut les regarder. Le taux de chômage a baissé durablement dans le territoire et c'est encore visible aujourd'hui. Question suivante, avez-vous des synergies avec Paluel qui n'est pas très loin et qui aura des grosses périodes d'activité avec ses décennales? Centre Dieppe, pose-t-on comme Ouais, question. ouais, complètement. Alors effectivement, on s'est bien sûr posé cette question et en effet, et c'est ça qui vient dimensionner, je ne suis pas rentrée dans ces détails, mais le dimensionnement de nos besoins logistiques, ils prennent en compte les visites décennales de Panly et de Paluel. Même si nos premières analyses montrent que, en réalité, les aires géographiques d'accueil des gens qui viennent travailler à Paluel sont à peine superposées avec celles de Panly. Mais effectivement, la ville centrale entre les deux, c'est quand même Dieppe, on en a bien conscience. D'accord. Euh, Tu as évoqué des chiffres de dépenses d'EDF dans le grand chantier. EDF dépense 50 millions d'euros dans ses aménagements. Est-ce que les grands prestataires investissent aussi pour leurs propres besoins dans les installations périphériques? C'est une très bonne question. Effectivement, je n'ai pas évoqué ce dispositif. On a ce qu'on appelle une association interentreprises qui est constituée en marge du chantier, qui est une obligation contractuelle hein, qu'on impose à tous nos contractants. Je connais plus le détail, mais qui dépasse un certain nombre d'heures passées sur le chantier. Il y a un prélèvement, un taux horaire qui est prélevé sur leur contrat pour à chaque heure travailler sur le site. Et en fait, ça vient financer donc une association qui est présidée aujourd'hui par le génie civiliste, hein, puisque c'est celui qui contribue le plus. Et c'est une association qui met en commun des moyens, qui permet d'assurer les services de bus, qui D'accord. permet d'assurer des services de restauration sur le site et qui aide à faire se rencontrer l'offre et la demande en matière de logement. C'est-à-dire que pour l'instant, l'AIE n'a pas vocation à administrer les logements, alors qu'à Flamanville, elle administrait quasiment 1 millier de logements. Là, pour l'instant, c'est pas prévu comme ça, mais ça peut se re-questionner. En tout cas, oui, du coup, chaque grande entreprise, finalement, contribue à ces moyens-là qui sont mis en commun. Et chaque entreprise a évidemment une responsabilité individuelle évidente dans le logement décent de ses salariés. Donc, on travaille encore là-dessus, sur comment mettre tout le monde en mouvement pour permettre effectivement l'émergence de projets de logement qui vont répondre à cette obligation sociale, sociétale de loger convenablement tous les salariés. D'accord. Alors, question suivante, on a peut-être déjà un peu répondu, peut-être quelque chose à préciser, mais quel REX sur l'organisation de la logistique de HPC? Est-ce qu'il y a déjà un REX du coup qui est outre-Manche, qui va outre-Manche? Enfin, vu de moi, alors c'est plutôt performant, voire très performant, mais ils ont pris en charge eux-mêmes, ils proposent, ils ont un nombre de chambrés à disposition qui sont pris en charge directement par le projet qui est assez impressionnant. A contrario, il y a certaines de ces modalités d'accueil qui sont très loin du chantier, puisque je crois que les plus loin, ils sont quasiment à 1 heure et demie en bus.
D'accord. Donc voilà, c'est performant. Néanmoins, avec ces difficultés-là, bon, le territoire est aussi compliqué, hein, côté Hinkley Point. Les routes d'accès, par exemple, si vous êtes allé, vous avez constaté que le vendredi après-midi, à partir de 14h30, c'est bouché Oui. jusqu'à 18h. Donc voilà, il y a des vrais sujets d'infrastructure routière qui sont encore sans doute perfectibles. D'accord. Oui, tu évoquais le fait effectivement qu'il y a déjà 1 500 personnes sur place, ce qui est fou. Quelles sont les solutions de logement et de parking déjà mises en œuvre du coup pour ces gens? Ben, aujourd'hui, c'est assez, pour l'instant, on est venu saturer l'offre naturelle. D'accord, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de VD en ce moment, il n'y a pas de visite décennale sur le CNPE de Panly, donc il n'y a pas d'activité particulièrement majeure sur le site. Et donc, pour l'instant, les gens sont logés de façon diffuse. Alors, on a déjà quelques solutions de nos logements, hein. Les premières solutions ont été livrées. Là, on a des mobil-homes, on a des extensions de camping qui sont déjà disponibles et utilisées par les salariés. d'accord. Mais surtout, les premiers travailleurs, là, j'ai pas beaucoup insisté sur ces statistiques-là, mais on a surtout bien réussi notre défi d'emploi local. Et donc, en réalité, sur les 1000 à 1500, il y en a qu'une moitié, une petite moitié qui vient pas du territoire, donc qui nécessite un logement. Et effectivement, pour l'instant, c'est plutôt l'offre naturelle dans laquelle se positionnent les travailleurs du nucléaire, on va dire, et les gens qui viennent travailler là temporairement. D'accord. Est-ce que l'expérience des grosses visites décennales, en particulier les VD4, on sait que c'était absolument énorme les VD4, est une source d'enseignement ou on est dans une démarche complètement différente? Alors complètement, on l'utilise beaucoup, alors notamment à Bugey, parce qu'à Bugey, c'était tout particulièrement outillé, avec une instance de concertation. C'était une espèce de mini grand chantier, de toute façon, comme il y avait 4 tranches, ça a été quand même un très, très gros projet dans le territoire de Bugey et c'est un mini grand chantier, l'accompagnement d'une visite décennale de cette ampleur-là. Donc bien sûr, on s'en est complètement, inspiré et on s'en sert encore aujourd'hui parce qu'en fait, il y a des choses qui ont été mises en place pour permettre déjà de ce passage à l'échelle qui nous sert encore. D'accord. Est-ce que cette démarche de alors tu as déjà un peu parlé pour l'Angleterre, mais est-ce que cette démarche de grand chantier est une pratique qui existe partout dans le monde ou est-ce que nous sommes une spécificité française? Alors, au UK, je ne crois pas que ce soit encadré de quelque façon que ce soit, ni avec une participation spécifique de l'État, ni, donc c'est beaucoup moins cadré qu'en France. Je ne sais pas, alors on est allé voir comment ça se passait aussi sur les projets chinois. Notamment l'accueil des salariés, mais après, en fait, en Chine, comme il y a pas de problème de foncier, Oui. Mmh. voilà, ils créent des immenses cités, pour accueillir les salariés, sur des hectares et des hectares à l'entrée du site et donc ça résout pas mal de problèmes de logistique et pas mal de problèmes de logement. Donc on n'est Mmh. pas tout à fait sur les mêmes, on n'adresse pas tout à fait les mêmes choses là. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous avez évoqué des solutions publiques innovantes pour aménager rapidement un territoire. Pourriez-vous en donner des exemples? Et par ailleurs, existe-t-il encore des problèmes législatifs ou réglementaires à faire avancer dans le domaine? Mmh. Alors, innovante, on n'a peut-être pas renversé la table, mais quand même, un des sujets qui était très, très prégnant au démarrage, ça a été le sujet du ZAN, la zéro artificialisation nette, qui bloque, tous les territoires. On en a beaucoup entendu parler, hein, tous les Mmh. maires de toutes les communes de France, à peu près, ont à un moment ou à un autre fait savoir qu'ils n'étaient pas favorables à cette démarche. On l'avait obtenu pour les projets en eux-mêmes. Les projets industriels étaient déjà, ne comptaient pas finalement dans le compteur ZAN local. Ça, c'est pour rassurer les communes qui nous accueillent. En fait, bah, effectivement, c'est une espèce de péréquation du ZAN à l'échelle nationale, du coup, hein. Quand on accueille un projet d'envergure nationale, ça ne vient pas prendre dans votre capacité à vous développer localement, première chose. Mmh. Et deuxième chose, finalement, en constatant les difficultés qu'on avait à faire émerger les projets du grand chantier, l'État a réussi à étendre finalement la disposition à tous les aménagements temporaires du grand chantier. Donc il y a pas de aujourd'hui, on ne rentre pas dans les décomptes de ZAN, locaux. Ça a libéré quand même beaucoup de capacités. Qu'est-ce que je peux vous citer d'autre? Même chose sur la loi Littoral et un certain nombre d'exemptions en réalité d'application de ce qui est dans le code de l'urbanisme ou dans le règlement d'urbanisme local. Alors je crois qu'hier a été votée la proposition de loi UAR qui comportait encore un certain nombre de facilitations au plan de l'urbanisme qui vont permettre de faire émerger des solutions du type résidence de travail. Donc ça, c'est une nouvelle notion.
Et du coup, ça va venir flécher. C'est un peu les mêmes dispositifs que du logement social, mais pour des travailleurs qui viennent sur un temps limité sur un territoire. Donc ça, c'est aussi des dispositifs auxquels on croit beaucoup. Voilà, il y a encore beaucoup de choses sans doute à faire. On continue de réfléchir effectivement à bénéficier de dispositifs qui sont prévus dans la loi Elan, d'en faire bénéficier les travailleurs qui viendraient sur le territoire se loger. Il y a peut-être des choses autour de l'accession au logement social, parce qu'en fait, sur les territoires, un des enjeux, c'est finalement de disposer à terme de logements sociaux pour beaucoup de nos territoires ruraux là. Donc, en fait, la difficulté, c'est quand on fait une résidence à vocation sociale, on rentre dans des critères, notamment faut que ce soit la résidence principale du salarié. Donc, ça exclut tous les gens qui viennent travailler que la semaine. Sinon, ça vous ouvre le droit au double APL, enfin, ça ne marche pas. Donc ça, on est en train d'essayer de faire sauter ces verrous-là, au moins pour les travailleurs. Voilà, il y a plein de petits verrous comme ça à différents endroits dans la réglementation. Panly a réussi aussi à assouplir l'extension de certains campings dans les 2 kilomètres autour de la centrale, uniquement à destination des travailleurs. Voilà, c'est D'accord. des exemples intéressants qui montrent qu'effectivement, sous réserve qu'on soit capable d'identifier les verrous, l'État a su nous accompagner pour les lever un à un. D'accord. Alors la question suivante portait sur le ZAN, donc on va pas y revenir. Hop là, j'ai mon interface qui bloque, alors la question suivante est intéressante, j'aurais pas pensé, mais y a-t-il eu des synergies ou des échanges avec les organisateurs des JO 2024? Alors, pas exactement, même si on s'est beaucoup inspiré de leur loi d'exception. Ah! C'est-à-dire que, Mmh. parce qu'ils ont vraiment fait une loi d'exception cousu main pour permettre l'accélération de plein de choses au moment des JO. Ils avaient un peu les mêmes dynamiques, hein, finalement, de sortir des infrastructures de taille conséquente dans des vitesses qui ne sont pas les vitesses naturelles. Et donc, en réalité, leur loi d'exception nous a beaucoup inspiré, à la fois d'ailleurs pour les procédures du chantier, comme celle du grand chantier. Et typiquement, l'histoire des résidences transformables, là, des chambres qui étaient utilisées par les athlètes du village olympique, qui sont aujourd'hui devenus des logements sociaux familiaux à Saint-Denis, ça nous a beaucoup inspiré aussi dans ce que vous retrouvez dans la proposition de loi UR ou autre. Ouais. D'accord. Hem, avez-vous oh là là, avez-vous eu des avez-vous excusez-moi, avez-vous senti ou essuyé des tentatives de déstabilisation par des idéologues ou des activistes, notamment dans le cadre de la CNDP? Non, je ne le dirais pas comme ça, il faut que tous les publics s'expriment. Ces moments-là sont précisément faits pour ça. Mmh. Donc bien sûr, c'est fait aussi pour que ceux qui sont pas favorables puissent s'exprimer, mais ça a été plutôt ça permet plutôt de canaliser ces prises de parole, de laisser un moment pour l'exprimer. Et moi, je trouve au contraire que dans, le passage du débat public, qui est un moment où on débat de l'opportunité, faut-il ou pas faire le projet? Faut-il ou pas faire un programme de nouveau nucléaire en France? Qui est un moment où c'est le moment de dire si vous voulez pas de nucléaire. Et le moment où on a basculé dans EDF a pris la décision de faire le projet de Penly, et désormais la concertation, elle est: comment est-ce qu'on va faire le projet dans le territoire? On n'est plus Mmh. sur est-ce qu'il faut le faire, ça c'est plus questionné, et D'accord. maintenant on est sur comment on le fait. Et bah, Mmh. ces mêmes personnes finalement, jouent le jeu. C'est-à-dire que le cadre qui est donné, il permet quand même ça. Ils sont venus d'abord dire qu'ils étaient pas d'accord. Ils ont compris que la décision était prise et maintenant ils jouent le jeu et ils viennent exprimer en quoi ils sont pas d'accord sur la façon dont on va le mettre en œuvre. Mais D'accord. néanmoins, ils contribuent, c'est important de venir dire qu'ils veulent pas des bouchons à Dieppe, qu'ils veulent pas que ça Mmh. se fasse comme ci ou comme ça. On peut pas toujours donner raison à ce qui est demandé, mais en tout cas, il y a 2 temps. Il y a le moment où j'exprime si je suis pour ou contre le projet, et il y a le moment où j'exprime comment est-ce que j'ai envie qu'il se mette en œuvre. Il y a une question plus bas, qui avait moins de votes, mais je la pose quand même, il y a beaucoup de recours juridiques sur les aménagements du coup, éventuellement qui pourraient mettre en danger le planning? Alors, il y a un recours en cours sur, l'autorisation qui avait été délivrée, qui permet de réaliser les travaux, qui sont en cours à Penly. Donc ça suit son cours. Est-ce que ça peut mettre en cause? Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas eu de référé, suspensif, donc il n'y a pas eu de demande que le chantier soit arrêté le temps que le recours soit traité. Donc, D'accord. le chantier suit son cours et on verra, quel sera le jugement, mais bon, faut laisser la procédure se dérouler. Et grâce à la loi d'accélération du nucléaire,
on est en premier et dernier ressort directement au Conseil d'État. Donc, on n'a pas cette litanie là qu'on entend parfois sur certains projets de tribunaux administratifs en tribunaux Hmm, administratifs, d'appel en appel. On est directement au Conseil d'État. Donc, on va d'accord. avoir tout de suite le résultat du dernier appel, on va dire. Mais on a un peu comme certains disent, la crème de la crème de la décision. Donc, normalement, il y a une hauteur de vue qui permet quand même d'avoir des décisions qui sont très étayées et très stables. Sur les projets du grand chantier, il y a effectivement un des permis de construire qui a été attaqué, mais plutôt, je crois d'ailleurs, par un agriculteur local que par des associations antinucléaires. D'accord. Et donc, en tout cas, ils ne sont pas tous systématiquement attaqués, ils ne font pas tous l'objet systématiquement d'une litanie de recours, ce n'est pas le cas. Ok. On a beaucoup parlé des humains. La question suivante, c'est quels sont les besoins logistiques sur le transport des matériaux et des composants? Ouais. Alors ça a été en plus un sujet important, ça a été une expression du débat et ça a été pour EDF des vraies discussions parce qu'en réalité, donc le site de Penly, il est desservi aujourd'hui par une voie ferrée, qui est la voie ferrée qui permet l'évacuation du combustible usé. Ouais. Donc elle existe et elle va jusque dans le site de Penly. Donc ça, c'est une aubaine qu'on cherchait à valoriser. Très honnêtement, on a écarté très vite la faisabilité d'avoir un acheminement par mer. Parce que pour le coup, il y a trop de houle, on est très exposé à la houle à cet endroit-là. Enfin, c'était pas du tout. Il aurait fallu une infrastructure portuaire qui aurait anéanti la moitié de la biodiversité au droit de la plateforme de Penly, donc c'était pas une bonne idée. Ouais. Donc pas d'acheminement par la mer. Donc c'est le port de Dieppe qui est le port qui verra l'arrivée de certains gros composants et ensuite il faudra acheminer depuis Dieppe jusque sur le site. Et pour ce qui est des matériaux moins gros, et alors on pense notamment surtout aux matériaux, hein, tous les agrégats, etc. pour le béton. Hmm, Et ça, pour le coup, effectivement, on était en discussion jusqu'il y a peu sur l'utilisation de la voie ferrée et à quelle hauteur. Et en fait, ça dépendait beaucoup du génie civiliste en fonction de où est-ce qu'il va s'approvisionner en granulats et donc d'où viendront, quelles seront les carrières qui seront sollicitées. Et on est sur finalement une position intermédiaire qui est intéressante, là, qu'on a partagée avec le territoire, qui est qu'on va avoir recours à la voie ferrée. Donc, on fait des travaux, on va lancer des travaux de rénovation de la voie qui étaient de toute façon nécessaires pour l'évacuation du combustible usé, a fortiori dans la durée pour les 60 ans qui viennent. Et donc, on va faire ces travaux de rénovation et ils permettront d'acheminer une partie des matériels et matériaux, mais pas tous. En fait, on répartit un peu la nuisance en faisant ça aussi. d'accord. On revient aux humains. Est-ce que 10 000 personnes est une cible maximum réaliste? Quid s'il y a un besoin d'accélérer pour gagner du temps et si on doit monter, par exemple, la personne dit à 12 000 personnes? Au hasard. La Au personne hasard. est très mal renseignée. Alors, aujourd'hui, tout est calibré en réalité pour atteindre 12 000. L'étude d'impact environnemental, elle est résiliente à 12 000. Les installations du site, elles sont résilientes à 12 000, mais c'est plutôt de la gestion de risque pour nous. Parce qu'effectivement, c'est si jamais on a besoin de plus de monde ou que ça prend plus de temps, donc c'est pas très bon signe, mais ça peut arriver. Il suffit qu'on ait un hiver pas très bon en termes de météo et déjà on va perturber le planning, donc pourquoi pas. Donc on se prépare à ça, y compris dans les solutions de logement, mais on est dans ce que moi j'appelle l'écrêtement de l'hyperpic, quoi. Mmh, Et donc là, pour le coup, on est plutôt à essayer de sécuriser des fonciers qu'on pourrait mobiliser en urgence pour des structures d'habitat très légères ou en tout cas type camping, quoi. d'accord. Place de camping viabilisées pour qui permettent soit de poser des mobil-homes rapidement, soit d'accueillir des caravanes ou autres. Mais donc on a plutôt ce genre de solution de résilience qu'on travaille entre guillemets en chambre parce que c'est pas notre scénario nominal. Mais effectivement, on s'y prépare au cas où et pour éviter qu'un autre encore mieux renseigné ne cite le chiffre actuel de Hinkley Point. À Hinkley Point, ils sont 15 000 en ce moment. Donc D'accord. on a même des scénarios qui réfléchissent à ce type d'extrême, même si là, c'est le site de Penly qui aura du mal à accueillir. Il est quand même, encore une fois, au plan de la topographie, très complexe. Et je pense que même à l'intérieur du site, 15 000, ce sera compliqué. D'accord. OK. Il va y avoir des centaines de travailleurs étrangers. Qu'est-il prévu pour les accueillir en matière apprentissage de la langue, précisément? Et enfin, qu'est-ce qui est prévu pour les accueillir, ces travailleurs étrangers? Alors,
De la même façon que pour les travailleurs déplacés, en réalité, hein, il n'y a pas tellement de différence dans les statuts ou dans les modalités d'accueil, si ce n'est qu'effectivement, on a des obligations en matière de sécurité. Alors là, on va être un peu en limite de mes compétences, mais on a des obligations en matière de sécurité sur le chantier, ça c'est certain, d'avoir tous les affichages dans toutes les langues qui sont représentées sur le chantier. Ça, c'est très surveillé par l'inspection du travail, hein, de toute façon, et pour nous, c'est essentiel parce qu'en réalité, euh, si les consignes de sécurité ne sont pas comprises par les travailleurs, on va forcément au devant de problèmes. Donc effectivement, enfin, c'est une gestion qui est assez classique, hein, pour les grandes entreprises du BTP notamment. L'accueil d'entreprises étrangères, ça se fait. À ma connaissance aujourd'hui, il y a déjà une entreprise de Hollandais qui intervient sur le site. Et donc, même chose, on a fait tous les affichages qu'il faut et on s'est assuré finalement des équivalences sur les différentes habilitations qui étaient nécessaires pour conduire les engins ou autres, mais pas de difficulté particulière. D'accord. En dehors d'une école d'ingénieur, quels sont les besoins en formation sur place et pour quel métier viser? Alors, il y en a beaucoup. Il y a Oui, une chose que j'ai pas dite, c'est le slide que j'ai passé trop vite là, sur la répartition des fonds qui sont utilisés pour le grand chantier. Je vais peut-être en profiter pour vous dire deux mots de ça. oui. Aujourd'hui, la typologie des projets qui sont financés, on va retrouver. Oh, waouh! Thomas au top. Merci. On retrouve, vous regardez là, il y a 54% des fonds qui aujourd'hui servent à des infrastructures de santé. Alors ça, Mmh. ça traduit l'immense difficulté de ce territoire face à de la désertification au plan médical là, qui est absolument colossale. Donc effectivement, les besoins, ils vont beaucoup vers le domaine de la santé. Vous retrouvez 17% pour les infrastructures, 8% le développement économique et 17% les équipements et les hébergements. Vous retrouvez une toute petite part, et ça c'est normal, c'est lié au fait que aujourd'hui c'est le marché qui fait son travail, c'est-à-dire que les projets émergent et doivent trouver un rationnel économique. On verra ensuite si tous les leviers qu'on arrive à actionner permettent que le marché seul suffise. Et vous retrouvez très peu de financement, tout ça pour vous dire ça. Vous retrouvez très peu d'investissement dans la formation. Pourquoi? Parce qu'on a la chance à Panly et en Normandie de bénéficier d'un investissement France Relance 2030 et donc l'État abonde énormément le domaine emploi-formation et donc il y a un fléchage là, de beaucoup, beaucoup d'argent pour, développer des formations pour la filière nucléaire, donc pas que le nucléaire neuf, mais bien, les CNPE et aussi, Ouais. les enjeux de la basse Normandie, donc tout l'aval du cycle. Mais néanmoins, la formation, elle va toucher tous les métiers qui sont requis puisqu'en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, comme on vise de former localement les gens, il va falloir tous les métiers qu'on va retrouver, sur l'ensemble de la durée du chantier. Donc en ce moment, le paquet est mis sur, des grutiers, des hommes à pied, des ferrailleurs, des coffreurs brancheurs, donc les premières formations finalement, du début d'un chantier de ce type avec du terrassement, du génie civil. Et puis, viendront plus tard les métiers plus de montage électromécanique, les soudeurs, tous ces métiers de montage qui du coup, sont vraiment des métiers très spécifiques et très différents, qui eux, encore une fois, trouvent déjà beaucoup d'activités dans le cadre de la filière, on va dire naturelle dans le territoire. Mais pour autant, il faut passer à l'échelle, quoi, hein. Et Oui. là, on retrouve tous les niveaux de formation du CAP, jusqu'au bac+5, hein. Donc en fait, c'est ça qui est formidable sur nos chantiers, c'est que de toute façon, on a besoin de tout le monde, on a besoin des femmes, on a besoin des jeunes, on a besoin des gens éloignés de l'emploi, on a besoin des gens hyper qualifiés, comme on a besoin des gens qui ont des CAP très pointus et qui sont capables de faire des gestes techniques. Donc ça, de ce point de vue-là, il y a de la place pour tout le monde. D'accord, c'est très clair. On revient un peu de technique, enfin de matériel. On parle beaucoup de construction modulaire. Est-ce que Mmh. cela pourrait aider à faire baisser la pression sur les besoins de main-d'œuvre locale? Alors oui, oui, forcément, c'est un peu déjà pris en compte dans les courbes que je vous ai montrées quand même, parce que D'accord. c'est déjà quand même un peu intégré dans, les plannings et la façon dont on imagine construire. Je suis un peu loin de ma zone de confort pour répondre précisément sur l'impact de cette partie-là, mais c'est vrai que c'est une des différences peut-être quand tout à l'heure j'ai dit que c'était pareil, un EPR ou un EPR2. Il est vrai que EPR2 vise plus de modularité, plus de construction déportée. Je ne sais pas répondre précisément sur l'impact. D'accord, OK. Je passe quelques questions auxquelles vous avez répondu, désert médical ou ce genre de choses, vous avez déjà bien avancé tu as déjà bien répondu. Est-ce qu'il y aura un recouvrement entre les besoins humains sur les 3 chantiers Penly, Gravelines, Bugey et de quel ordre?
Alors oui, bien sûr, il y a un recouvrement. Nous, on s'attend un peu comme la réussite du parc, hein, d'ailleurs, à ce qu'il y ait une partie des gens qui vont se former à Panly, qui iront travailler à Gravelines, puis à Bugey. Nous-mêmes, d'ailleurs, on le fait déjà dans nos équipes, hein. Celui qui a ouvert le site de Panly est aujourd'hui en train de préparer l'ouverture du site de Gravelines à l'identique donc on fait bénéficier ces parcours et on espère bien le faire aussi avec les compétences qui seront développées. Ça fait partie d'ailleurs de l'intégration par EDF dans ses plannings de l'écart qu'on laisse entre la construction d'une tranche puis l'autre, à la fois sur le site, pour pouvoir opérer la rotation des compétences. Je viens de finir telle opération sur la tranche 1, je bascule sur la même opération sur la tranche 2. Mmh. De la même façon, en fait, cet écart de temps, il est reporté sur les tranches suivantes sur les autres projets. Donc, effectivement, on l'intègre. Le quantifier, pour moi, c'est assez compliqué. Pour vous donner un exemple, en tout cas, on réfléchit en matière même de logement modulaire, là. On réfléchit même à l'opportunité, pourquoi pas, de déplacer certains des logements temporaires d'un territoire à l'autre. Dès lors qu'on aura passé un pic, pourquoi pas aller équiper le pic du chantier d'après. D'accord. On a presque fait le tour des questions, il m'en reste une, on est pas mal niveau timing. Donc la dernière question, est-ce qu'on anticipe des déplacements de famille? J'imagine que oui. Quel impact pour les crèches et les écoles? Alors oui, quand on discute avec les maires, ils l'espèrent beaucoup. Bah On oui, n'aura pas que des travailleurs isolés qui viendront que la semaine, et c'est pas le cas, hein. D'ailleurs, à commencer par les salariés d'EDF, nous on a déjà beaucoup de gens qui se sont installés évidemment durablement. Et puis à terme, hein, exploiter 2 EPR2, c'est un gros millier c'est un millier d'agents qui vont exploiter. Donc là pour le coup, c'est des familles qui sont installées durablement en plus de la centrale existante évidemment. Au-delà de ça, il y a quand même également dans les entreprises, chez les gros titulaires, des cols blancs qui s'installent durablement, des chefs d'équipe et puis des travailleurs qui, eux, ont des visibilités, des durées d'intervention qui vont être suffisamment longues. Donc oui, en tout cas, l'impact sur les services est bien intégré et bien discuté. Typiquement à Bugey, il y a un besoin démographique naturel, hein. Pour le coup, c'est un territoire qui est très dynamique au plan de la démographie, donc il a une croissance naturelle qui nous aurait amené de toute façon à terme à avoir un certain nombre de logements en plus et un certain nombre d'infrastructures. Et en fait, là, on se retrouve juste à les accélérer pour qu'elles arrivent un peu plus vite que la croissance naturelle normale. Mais typiquement, il y a un projet de collège là qui va se révéler absolument indispensable et qui d'accord. pourra peut-être faire l'objet sans doute d'un appui du grand chantier. Les écoles, alors ça dépend un peu des territoires. À Gravelines, l'autre jour, le maire de Gravelines disait qu'au contraire, lui, il était plutôt bien doté en groupe scolaire et qu'il attendait que les enfants pour remplir les écoles. Donc, ça dépend un peu des territoires, mais c'est regarder de très près tous les sujets de service, hein, de près ou de loin, de la petite enfance au médical, sont regardés. Très bien. Il est 13 heures, donc on va tenir les horaires. Merci Caroline pour votre temps, cette Merci à vous. présentation. On espère faire un update sur le sujet dans 2 ans, 3 ans, voir comment ça a avancé. Quand vous voulez, bah, pour raconter Gravelines et Bugey surtout. Et oui, aussi, oui, bien sûr, évidemment. Merci pour votre temps, merci à tous pour votre participation et vos questions. Le webinaire sera mis en ligne dans quelques jours sur le site YouTube de la Sfen. Et bah, d'ici là, passez une très bonne journée et à très bientôt. Merci, bonne Au journée. revoir. Au revoir, Merci. Au Caroline. revoir.